Donc, le titre de cette présentation, c'est l'automatisation de la cybersécurité. Je remercie Hervé parce que c'est lui qui m'a proposé de pouvoir justement refaire. C'est un petit peu une partie de ces supports-là, suite à une première présentation qui avait été faite pour présenter un peu ces sujets-là à la FNOR. Et en fait, vous allez voir, on va un peu parler de normes. Donc, on va essayer de rendre ça un peu rigolo et je vais surtout essayer d'illustrer ça parce que sinon, la partie normative, c'est pas forcément le plus marrant. Et donc, du coup, c'est parti. Alors, je vous avoue que je vais découvrir la solution en même temps. Donc, si par moment, on va dire, je rate dans les slides, vous ne m'en voudrez pas trop, j'espère. Donc, pour ma part, je m'appelle David Bizel, je travaille chez Sequoia en tant que directeur scientifique. Et on est intéressé par l'automatisation parce que c'est un sujet qui est presque au cœur de notre dispositif, d'une solution qu'on a construite qui s'appelle Sequoia.io. Et si je reprends la définition même de l'automatisation, c'est l'exécution totale ou partielle de tâches techniques par des machines fonctionnant sans intervention humaine. Donc ça, c'est Larousse qui le dit, hein, c'est pas moi. Et donc du coup, on se rend compte que dans cette définition de Larousse, finalement, ça matche assez bien par rapport à notre univers de la cybersécurité et comment l'automatisation peut rentrer, on va dire, comme étant une capacité qui va accélérer tous nos processus de cybersécurité et faire participer, on va dire, des outils ou des machines pour faire différentes actions. Donc pourquoi nous, est-ce que ça nous intéresse côté Sequoia? Si je reprends très rapidement, on va dire, la vie de l'entreprise, l'entreprise Sequoia est née en 2008 et en 2016, on a commencé à prendre un virage orienté éditeur de logiciels. On a construit la solution Sequoia.io après 4 ans de R&D qu'on a lancé sur le marché en 2020. Quand on l'a lancé, notre point de vue, le positionnement différenciateur, c'était que c'était une solution qui était vraiment à la croisée des chemins entre la threat intel, qui allait permettre justement de modéliser les choses correctement, les enjeux, on va dire, de détection, donc la partie monde du SIEM, et les enjeux de l'automatisation, de l'orchestration, donc plutôt le monde du SOR. Et c'est ça qu'on a construit, qu'on a bâti et qu'on a fusionné dans Sequoia.io. Donc ça n'avait pas de nom spécialement quand on l'a lancé. Et un peu plus tard, on va dire, les cabinets d'analystes Forrester et Gartner ont appelé ça un environnement de type XDR. Donc aujourd'hui, voilà, on sait ce qu'on est, c'est bien. Et on n'a pas changé pour autant notre fusil d'épaule. On continue d'avancer avec ces domaines-là, on va dire, qui consolident et qui articulent la threat intel et les enjeux d'automatisation dont on va parler. Alors, si on essaye aujourd'hui de synthétiser un petit peu ce qu'est un système d'information, on a un peu des machines de guerre. Moi, les derniers schémas d'archi que j'ai vus, on va dire, sur des SI complexes, c'est impressionnant, c'est sacrément impressionnant. Et c'est surtout beaucoup plus compliqué que ce que j'avais l'habitude de voir, on va dire, il y a peut-être une dizaine d'années, voire 20 ans. Moi, je peux parler d'il y a 20 ans. Donc, c'est devenu des choses qui sont vraiment je dirais à la fois des belles machines, mais des vraies usines à gaz très compliquées, où on mélange plein de choses. Et aujourd'hui, on va dire, si on essaye de faire l'analyse du rôle d'un urbaniste du système d'information, moi, je leur souhaite bien du courage parce que c'est pas évident du tout. Par contre, je pense que ce sur quoi on va tous s'accorder en tant que professionnels de la sécurité, c'est que même si, on va dire, cet environnement-là, qui va présenter une couche front assez sexy, comme cet avant de voiture, mais avec une technicité complexe derrière, on va tous être d'accord sur le fait que la sécurité, on va essayer de la mettre et de la voir appliquée globalement partout sur ce système d'information parce qu'on sait que c'est comme ça que ça doit marcher et on sait que c'est comme ça qu'on minimise le risque, on sait que c'est comme ça qu'on évite les incidents de sécurité. Donc, on est tous conscients qu'on va essayer de couvrir le plus possible ce périmètre global du système d'information. Et au moins, ça, c'est une règle sur laquelle tout le monde va être d'accord. Aujourd'hui, pour autant, on va dire si j'essaye de représenter ce que je vais avoir à consolider comme données qui sont en provenance de différents environnements qui constituent mon système d'information, forcément, avec le temps, les choses sont devenues plus poreuses. Ce ne sera pas une surprise. Et aujourd'hui, on doit consolider la donnée de tout type. On va avoir, on va dire, les environnements corporate, donc pour une grande entreprise. On va avoir les environnements qui vont venir de partenaires, de filiales ou d'agences de ce même grand groupe. On va avoir toute la partie cloud, toute la partie système d'information dans le cloud
qui peut être soit full cloud, soit hybride selon le type d'organisation. Toute la partie application en mode SaaS que également l'entreprise consomme, voire aujourd'hui tous les aspects qui vont venir justement d'environnement perso à la maison, voire même d'objets connectés pour certaines entreprises. Et tout ça va participer à la vie du système d'information, va générer de la donnée. Une partie de ces données seront des données de sécurité et forcément, nous, c'est ce qui va, on va dire, nous intéresser pour prendre en compte ces données-là et agir dessus. Donc, si je pousse un peu le bouchon un peu plus loin et que je transforme ces environnements par rapport à la manière dont je vais chercher à les, je dirais, à les utiliser, eh bien, je vais me retrouver dans ma zone centrale avec on va dire une équipe, essentiellement une équipe qui va être en charge de tenir un peu les rênes de tout ça, qui va souvent être le SOC. Et ce SOC, il va avoir souvent entre ses mains une brique principale, on va dire qui va être son SIEM, et qui aujourd'hui essaye de faire un peu tant bien que mal l'agrégation, l'ingestion de toutes ces différentes pièces de puzzle, sachant que bien sûr, vous le voyez à l'écran, il n'y en a pas une qui est à peu près correspondante à ce qui se passe à gauche ou à droite. Donc autant ça marche à peu près bien quand les pièces sont toutes ensemble dans un environnement isolé, mais dès lors qu'il s'agit de faire, je dirais, d'articuler des pièces qui viennent d'une structure A avec des pièces qui viennent d'une structure B, c'est là où en général la galère commence. C'est là où le SIEM, on va dire, présente ses limites et où l'équipe SOC est en difficulté. Je ne parle pas des environnements qui ne sont même pas capables de générer de la donnée et auquel cas il faut soit inventer cette donnée-là, soit on va dire considérer qu'on a une part de risque qui restera présente parce qu'on n'a aucune visibilité. Donc ça, c'est un peu le constat qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas prendre le terme de constat d'échec comme certains. On va dire que c'est déjà peut-être nettement mieux qu'avant parce qu'il y a quand même pas mal, je dirais, d'environnements qui sont capables de produire des choses. Mais on va dire que c'est pas encore idéal. On n'est pas sur un langage unifié. On n'est pas capable de tout comprendre avec une seule tour de contrôle unique. Donc il y a encore du boulot. Si on regarde justement en termes de pistes, ce que pourrait être un environnement idéal, pour faire simple, ça donnerait quelque chose de ce type-là. Alors, je le fais en mode très très imagé, mais j'aime bien cette image-là. On va avoir différentes briques de Lego qui sont finalement nos composants du système d'information. Ces différentes briques de Lego vont vont exprimer différentes données qui vont être assez souvent des événements de sécurité, des logs. Toutes ces données-là vont devoir être insérées, on va dire, dans une base de données principale qui va permettre de détecter, on va dire, ce qui est à problème au sein de ces données. Et basé sur ces problèmes-là, je vais pouvoir justement lancer des actions qui auront du sens pour être actionnées au niveau de mes composants de sécurité s'ils peuvent le faire. Donc, c'est ce que je vais représenter du coup sur cette zone-là. C'est ni plus ni moins que quelque chose de très logique et qui... j'ai un peu un constat un peu dur, mais ça devrait ou ça aurait dû globalement déjà exister depuis 20 ans en sécurité, parce que c'est finalement une démarche très saine et très logique de la manière dont les choses sont censées fonctionner. En pratique, on est encore loin d'en être capable aujourd'hui. À mesure que la technologie avance, on va dire, on s'en rapproche, on va en parler un peu dans la présentation, mais cette chaîne-là qui est très simple, compréhension des données, identification des menaces, lever des bonnes alertes et proposer les bonnes actions que je suis capable d'engager en local, autant dire qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Donc si on regarde maintenant des outils, on va dire, ou des briques, et à travers briques, je vais prendre le terme plutôt, je vais prendre l'angle de la standardisation et non pas de la technologie pour regarder ce qui peut être intéressant à être utilisé aujourd'hui et demain dans nos systèmes d'information, dans nos composants technologiques et qui vont être globalement des éléments ou des morceaux qui vont permettre de faire mieux les choses. Le premier dont je vais parler, c'est Stix. Stix va permettre justement de travailler sur la partie modélisation de la menace, et pour permettre de toujours avoir du contexte autour de cette menace et de ne plus avoir une vue qui va être flat, on va dire, en considérant un indicateur tout seul dans son coin, mais de toujours avoir une
comme une bulle 3D. Et cette bulle 3D, quelle que soit la manière dont je la fais tourner, je vais pouvoir avoir peut-être des fois des objets techniques. Et si je la tourne un peu plus, ces objets techniques vont être liés à des choses un peu plus haut niveau, comme des campagnes d'attaquants, comme des groupes d'attaquants, permettant du coup de savoir à quoi j'ai affaire et éventuellement même les modes opératoires pour savoir comment je dois réagir par la suite. Alors Stix, c'est quoi? C'est un format qui permet de faire de la modélisation, enfin un format graph qui permet de faire de la modélisation autour des menaces. Et je vais pouvoir représenter différents objets principaux qui sont vraiment des mots-clés qu'on va toujours trouver ou principalement trouver lorsque justement je parle de threat intel. Donc on va parler de campagne d'attaquants, on va parler de mode opératoire, de contre-mesures, d'indicateurs techniques, de groupes. Et là où Stix est intéressant, c'est que ça va permettre de mettre justement des points de liaison entre ces objets-là pour faire en sorte globalement d'avoir comme un schéma de pensée, comme une dynamique, comme un arbre des possibles qui va se dessiner face à nous lorsque je vais lire un rapport, on va dire, d'une structure tierce, je vais voir dans ce rapport qu'on parle d'une campagne d'attaque qui exploite 3 codes malveillants et que chacun de ces codes malveillants a ses propriétés, on va dire, techniques et que je peux les comprendre ou je peux les identifier avec tel ou tel indicateur. C'est vraiment ça la force de Stix. L'un de ces objectifs, c'est également d'être un format qui va être suffisamment souple, on va dire, pour être à la fois compréhensible par un humain, donc, avec un tant soit peu de lecture technique quand même, et en même temps un format, on va dire, comme il va s'appuyer sur du JSON, on va pouvoir utiliser des enjeux de sérialisation, désérialisation, donc pouvoir être pris en compte directement par des machines. Ce qui va permettre du coup finalement de faire en sorte que cette modélisation de la menace va pouvoir être outillée dans une suite de processus. Donc si je regarde un petit peu la tête que ça a techniquement, voilà ici un exemple, on va dire, qui vient du standard Stix. Donc là on le voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, le petit curseur, un petit truc rouge, peut-être que ça se voit. Ici on est sur une version, on va dire, de Stix 2.0. Donc aujourd'hui la norme c'est Stix 2.1 et pour ceux qui sont familiers, on voit bien une structure qui correspond à du JSON et globalement Stix va permettre de donner, on va dire, un ensemble de définitions de langage qui va être modélisé en JSON et avec un ensemble de champs qui sont propres justement à ce que Stix sait modéliser. Les principaux objets qu'on va trouver dans Stix sont de différents types. On en a certains qui sont vraiment de haut niveau, on va dire, et qui sont propres à être utilisés pour de l'attribution. L'attribution, c'est pas forcément un terme qu'on aime trop, notamment en France, parce que qui dit attribution dit en général prendre des risques à associer trop fortement quelque chose avec quelqu'un, et le quelqu'un, d'un point de vue cybersécurité, c'est toujours très compliqué. Mais toujours est-il qu'on a trois domaines, on va dire, qui sont la partie campagne, intrusion set et threat actor, qui sont voilà des concepts de haut niveau qui permettent de désigner, on va dire, un ensemble de caractéristiques qui vont être les objets de type modélisation d'adversaires. On va avoir les objets plutôt de type tactique, technique, procédure, qui là globalement caractérisent un peu le savoir-faire ou l'arsenal utilisé par des attaquants. Donc là, on va trouver par exemple les attaques patterns. Donc là, notamment, on parle beaucoup de MITRE ATT&CK depuis quelques temps, qui va être une façon de modéliser ces attaques patterns, des batteries de malware qu'on va avoir, des outils du système d'information qui vont pouvoir être mis à mal, ou des vulnérabilités comme celles qu'on a vu apparaître récemment, qui vont permettre également, là encore, d'être des vecteurs d'installation de code malveillant par la suite. Et puis on va avoir des objets un peu plus transversaux ou un peu plus génériques, qui vont permettre, par exemple comme l'objet rapport, de modéliser tout un ensemble de choses qui vont être justement la liaison avec d'autres types d'objets. On a des objets qui vont permettre d'apporter des contre-mesures. Et donc là, on voit bien que cet objet-là, ce genre d'objet-là, quand on parle d'automatisation, ça aura un intérêt de les regarder plus intensément. Et on a un dernier objet qui est très fortement utilisé pour modéliser de la threat intelligence technique. C'est l'objet de type indicateur qui va nous permettre, par exemple, de définir ce que va être une adresse IP utilisée par un groupe,
ou un hash, on va dire caractéristique de telle ou telle version de code malveillant. Voilà, ça va être un indicateur façon Stix. Et entre chacun de ces objets-là, je vais avoir des relations. Donc, soit les relations sont simples sous forme de liens, comme par exemple avec un vocable de type utilise. Donc, le vocable de type utilise, ça va être par exemple qu'un code malveillant utilise une technique d'attaque particulière. Donc voilà, j'ai deux objets, le code malveillant, une technique d'attaque, et au milieu, j'ai un lien qui me dit utilise entre le malware et la technique. Et j'ai un objet particulier de type relation qui est la notion de citing, qui là, on va dire, est plus dans l'observation et la manière de mesurer si des indicateurs sont vus. Ça va me permettre d'apporter du comptage, de savoir si telle ou telle chose a été observée un certain nombre de fois sur un système d'information. La première fois, il a été vu, la dernière fois, il a été vu. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le citing. Donc, à quoi ça peut bien servir tout ça? On va avoir trois illustrations ici. Le premier, c'est l'enjeu de la capitalisation de la connaissance. On va dire, comme Stix, on va dire, me permet de grapher ma connaissance, eh bien, je vais toujours être capable de créer des liens entre tous mes objets. Et ça, c'est important quand on parle de capitalisation, parce que ça veut dire que progressivement, chaque jour, à mesure que j'apporte des nouvelles entrées dans ma base de Threat Intel, je fais que globalement, comme si je rajoutais une couche par rapport à au-dessus d'une bulle existante. Cette couche-là, ce sont des objets, ce sont des nouvelles, des choses qui sont associées à une nouvelle modélisation, mais je vais avoir tous les liens, on va dire, qui font s'appuyer ces nouveaux objets sur des informations déjà existantes. Donc, par exemple, si je veux rentrer des nouveaux rapports, rien ne m'empêche de prendre des rapports soit produits en interne, soit qui viennent de l'externe. Là, en l'occurrence, je m'appuie sur un rapport Sequoia fait en interne. Ce rapport, il va être modélisé. C'est au départ un fichier PDF, mais de ce fichier PDF, je vais en extraire un certain nombre d'objets qui sont présents à l'intérieur. Donc là, on voit que c'est un rapport qui parle de ransomware. Donc dans ce rapport-là, on va dire, je vais avoir un pré-processing qui m'aura extrait un ensemble de malware de type ransomware. Et chaque fois que j'ai quelque chose qui est listé, on va dire comme étant un type de malware, c'est un lien globalement existant entre ce rapport-là qui est le PDF et un objet quelque part présent dans ma bulle 3D de Threat Intel qui permet de faire la liaison entre ce rapport, mon dernier point de capitalisation, et un malware existant que j'ai détecté, on va dire, il y a un certain temps, qui est présent dans ma base et qui lui-même a son objet qui le modélise. Je peux modéliser également d'autres choses qui sont intéressantes, comme les informations de type tierce partie. Il y a un gros enjeu d'un point de vue Threat Intel, on va dire, pour essayer de suivre tout ce que fait tout le monde, tout ce qui est publié par les différents groupes de recherche. Et une bonne partie de cette matière-là, on va dire, va sortir chaque jour comme étant des blog posts faits par les uns les autres. Donc c'est pareil, je peux m'appuyer sur Stix pour modéliser et capitaliser cette matière-là. Dans ce cas-là, petite illustration, on va dire je pars d'un blog post Virus Bulletin qui était sorti il y a 2 mois. L'un de ces titres, enfin pas titres, l'une de ces publications parlait justement de manière de faire, certains modes opératoires iraniens dans la collecte d'informations. Et bien du coup, je pars sur la modélisation de ce blog post-là, qui va être traduit comme étant une campagne d'attaque qui aura duré sur 20 ans. Et au sein de cette campagne d'attaque, je vais avoir un ensemble de relations à l'intérieur qui vont être tout ce que le blog post m'aura sorti. Donc peut-être qu'à l'intérieur, on va dire, on me présentera des groupes d'attaquants. On va peut-être me parler de techniques d'attaque qui sont utilisées justement par ces groupes iraniens. Et si on regarde un peu dans le détail, ici, j'espère bien que vous voyez mes petits curseurs rouges, parce que sinon, je ne sais pas comment vous faites pour suivre. On voit que globalement, dans cette campagne, elle a comme provenance d'origine l'Iran, ce qui est normal, puisqu'au départ, c'est quand même le titre de ce blog post. Et pour illustrer comment cette matière-là peut être visualisée, eh bien, on va pouvoir basculer, on va dire, ce contenu Stix, qui est au départ un blog post sur Internet en format non structuré, comme étant une représentation graphe dans lequel je vais avoir en point de départ un code, dans le point de départ, on va dire une campagne d'attaque qui est ici, on va dire souligné en jaune, et je vais avoir tous les objets qui sont caractéristiques de cette campagne d'attaque, dont notamment, si je ne dis pas de conneries, voilà un des groupes qui est plus particulièrement connu iranien, qui s'appelle Charming Kitten, qui a aussi son propre mode opératoire, ses propres activités. Et là, je suis en train de commencer à pivoter dans la base
pour faire l'association entre une nouvelle actualité que je viens de voir avec des informations contextuelles qui sont complémentaires dans cette base de données. Encore une fois, là où Stix peut aller, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin dans la partie, on va dire, prise en compte d'informations techniques. Là, on était, pour l'instant, on a illustré, on va dire, sur la threat intel un peu plus haut niveau, mais on peut aller également assez bas, on va dire, autour de l'indicateur. Et dans ce cas-là, on va dire sur cet exemple-là, je vais rester à l'échelle justement, on va dire, de ce que Stix peut m'amener comme capacité à avoir plus de contexte sur les indicateurs. Pourquoi je vais parler des indicateurs? C'est parce que les indicateurs, c'est ce qui va nous permettre par la suite, on va dire, d'être l'élément déclencheur pour la détection. Donc là, ici, dans mon exemple, j'illustre comment, par exemple, je construis un tracker. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire chez Sequoia. On bâtit ce qu'on appelle des trackers, c'est des manières de suivre, on va dire, des propriétés de groupe, on va dire, ou des codes malveillants. Donc là, en l'occurrence, je vais m'appuyer sur la solution ONIF qui m'apporte de la donnée, de la capacité à comprendre, on va dire, je dirais de la donnée existante sur Internet via des scans qui auront été faits au préalable. Donc ONIF, on va dire, m'alimente sur certains types, on va dire, de caractéristiques. Toutes ces caractéristiques-là, nous, ça va tomber dans un filon qui va être ce tracker-là, permettant de dire que lorsque je vois ça, on va dire ça correspond, enfin un indicateur va correspondre à telle chose. Donc soit en l'occurrence un outil, soit un code malveillant, soit un mode opératoire, ça va dépendre de ce qu'on aura modélisé préalablement dans l'investigation. Et après, je vais comme ça avoir cette manière d'associer mes nouveaux indicateurs avec le contexte qui leur est propre. Donc, ce qui va être intéressant dans Stix, c'est que je vais pouvoir justement poser différents flags d'un point de vue modélisation, permettant par exemple d'exprimer le TLP, d'exprimer l'étape de kill chain auquel cet indicateur fait référence, bien sûr toutes les relations contextuelles, on va dire, qui lui sont associées. Là, je vois que typiquement sur le dernier exemple, sur la page 3, on va dire on a un indicateur qui est associé à deux choses, du Cobalt Strike d'un côté et du Malleable C2, mais qui lui-même, on va dire, est un des outils qui est utilisé, on va dire, dans la stack Cobalt Strike, donc c'est très logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les trackers ont vu, on va dire, ce même indicateur par deux fois, non pas à la même temporalité, mais justement sur l'évolution entre deux choses. Dans un cas, c'était associé à du Malleable C2, un peu plus tard à du Cobalt Strike. Et puis après, on peut également avoir d'autres informations contextuelles, comme là, le fait que typiquement, cet indicateur-là, qui est, on va dire, dans une base correcte, considéré comme vieux depuis maintenant mars 2021, c'est-à-dire largement expiré, est apporté, on va dire, récemment par Mandiant comme étant un indicateur d'intérêt pour caractériser des attaques du secteur hospitalier. Parce que eux-mêmes, on va dire, sortent un rapport, on va dire, qui balaye un historique sur un an et donc du coup nous amène des choses qui n'ont plus lieu d'être à un instant T. Donc tout ça, Stix permet de le modéliser et cette modélisation-là, lorsqu'on va être après dans l'étape d'automatisation, va être particulièrement importante. On a un autre standard en devenir, on va dire, qui est intéressant pour l'automatisation. Ça s'appelle Cacao. Peut-être c'est nettement moins connu que Stix, donc peut-être que certains parmi vous en ont entendu parler. Cacao, c'est pour Collaborative Automated Course of Actions and Operations. Donc le but, c'est de pouvoir créer des plans d'action. Donc la partie plan d'action, on est vraiment sur le domaine, on va dire, des équipes SOC, des équipes CERT. C'est comment, on va dire, en fonction de ce qui se passe, je vais lancer telle succession d'actions. Soit je vais le faire, on va dire, vraiment sur des choses qui sont majeures. Donc lorsque par exemple je vais être en face d'un incident de sécurité, donc je peux avoir mes plans d'action propres à des incidents de sécurité, mais je peux également avoir des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, basiques au quotidien, comme des plans d'action, on va dire, au quotidien, basés sur des micro-événements que mon système d'information va régulièrement me générer et dans lequel je vais vouloir, par exemple, engager le passage par l'outil 1 puis l'outil 2 pour valider telle hypothèse et je consoliderai, on va dire, les références, les résultats outil 1 et outil 2 dans une gestion de tickets qui sera globalement ma troisième étape. C'est ça que permet de faire Cacao, c'est de définir un workflow, on va dire, qui va permettre d'être utilisé après par la suite dans des solutions de sécurité. Donc là, ici, petite
Petit exemple, on va dire Kakao, c'est ça. Normalement, pour ceux qui sont familiers, on a l'impression de trouver face à nous là ce qu'on va trouver dans des solutions de type SOR. Donc historiquement, on va dire les gros acteurs, c'était Phantom, Demisto. Maintenant, ça a été racheté par des plus gros. On va dire donc c'est rentré dans du Splunk, dans du Palo Alto. Et ce sont les fonctionnalités SOR de ces environnements-là qui vont à leur façon faire la même chose, mais eux dans des environnements propriétaires. Kakao a l'avantage, on va dire, d'être un standard ouvert. Alors, standard en devenir, parce que ça n'a pas encore franchi l'étape de standard, mais justement permettant de modéliser ces plans d'action et de définir comment je veux réagir, comment je veux orchestrer toute ma stratégie de sécurité sur mon système d'information. Dans cet exemple-là, on voit qu'on récupère, on va dire, des indicateurs de compromission associés à un groupe X ou Y, et en fait, je vais mettre en place une stratégie de protection basée sur ces indicateurs de compromission que j'ai reçus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de Kakao, on est vraiment sur l'orchestration, on n'est pas sur l'automatisation. Parce que là, dans le séquencement qu'on voit là, les deux étapes, par exemple, qui sont add IP to firewall blocklist et add IP to client EDR blocklist, en fait, quand on regarde cet exemple dans la norme, ce sont des choses qui sont proposées comme étant des actions à l'équipe qui va le réaliser. Sous-entendant, disons que ce soit le SOC qui soit responsable de ce processus. Donc le SOC va recevoir les IOC et son étape, son action suivante, on va dire, va être justement de mettre en place les opérations de protection des firewalls et des EDR. Ça, c'est une étape qui reste à leur discrétion. Donc c'est une action manuelle faite par eux avec leur technique, leur script, c'est à eux de choisir. Kakao n'impose pas l'automatisation, mais va par contre permettre de le faire, on va dire, et c'est ce qu'on va voir dans la brique qui va venir juste après, permettant d'associer l'orchestration avec l'automatisation. Et donc la dernière brique, on va dire, dont on va parler, c'est OpenC2, qui lui est vraiment là pour automatiser. Donc ça, c'est un langage, on va dire, qui est porté par Oasis, qui là encore est une norme en devenir, et qui vise à travers trois composantes assez simples finalement, qui sont un ordre, une cible et un exécutant, à parler en mode générique à la plupart des composants sécurité d'un système d'information. Donc si je reste, on va dire, sur le haut de mon process que j'avais préalablement d'une récupération d'IOC et je veux protéger un firewall, disons que l'ordre pour le firewall, ça va être deny. La cible, ça va être un indicateur, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Je vais avoir une séquencement comme ça d'actions qui vont être lancées. Et l'exécutant, ça va être le firewall X ou Y qui va faire le job, on va dire, de prendre en compte cette modification de règles de filtrage. Donc voilà un exemple, on va dire, de modélisation OpenC2. Donc vous allez voir qu'il est très, très compréhensible pour les professionnels de la cybersécurité. L'action ici de type deny. La target, on va dire, c'est un fichier. Le fichier, je vais le modéliser à travers un hash. Et le hash, ça va être un MD5. Donc là, la règle, elle est simple. On va dire, si j'étais l'MD5, il s'agit de jeter, on va dire, toute action possible, on va dire, sur ce fichier-là. Donc, c'est typiquement une règle OpenC2 qui aurait du sens à être appliquée, on va dire, soit sur un composant endpoint ou directement un outil de type EDR, par exemple. C'est ce genre d'outils qui auraient la capacité d'utiliser des formats OpenC2 comme celui-là. Le point particulier, c'est que OpenC2, on va dire, regroupe les profils technologiques des solutions du système d'information, justement pour permettre de faire en sorte que on va avoir certains langages propres à certains composants et d'autres mots-clés qui vont être propres à d'autres composants. Je donne un exemple tout bête, mais entre, par exemple, ce que pourrait faire un hyperviseur et ce que pourrait faire un firewall, ils n'ont pas la même batterie d'actions possibles. Et donc, du coup, on va avoir ce qu'on appelle des profils d'actionneurs qui seront différenciés selon les technologies. Voilà, OpenC2 propose également à la fois d'envoyer des commandes, mais également de récupérer les réponses. Ça, c'est important, on va dire, pour s'assurer que justement tel composant du système d'information aura bien engagé, par exemple, l'action de blocage telle qu'on l'évoquait préalablement, et non pas qu'on ait fait que envoyer la demande, mais qu'on ait eu la confirmation que sur tel endpoint, maintenant on a bien tel hash, on va dire, qui est considéré comme étant
j'en sais rien, mais enfin, un tel fichier qui a été bien supprimé sur tel système d'information. Donc là, j'ai parlé des normes, on va dire, qui étaient supportrices ou qui allaient pouvoir aider à l'automatisation. On va essayer d'illustrer ça un petit peu pour rendre ça un peu plus concret. Donc là, je me suis parti sur des choses, on va dire, que nous, on fait dans Sequoia.io. Alors, moi, je suis parti sur ça parce que c'était la manière la plus simple, on va dire, d'aller chercher des screenshots. Il y a aussi d'autres solutions commerciales, on va dire, qui permettraient d'avoir des fois, on va dire, je dirais des représentations de ces choses-là. Il faut savoir que c'est quand même des domaines qui sont assez frais, récents. Autant Stix, on va y revenir par la fin, il y a des solutions qui l'utilisent un petit peu. Autant Kakao, OpenC2, c'est très nouveau sur le marché, donc ce sont des choses qui ne sont pas encore très courantes dans l'implémentation des produits que vous pouvez avoir autour de vous. Le premier point qu'on va regarder, c'est sur la manière justement d'utiliser des pivots dans Stix qui vont permettre d'aller chercher plus rapidement des besoins d'automatisation. Pour nous, ce qui nous semble intéressant, quand on veut, on va dire, rendre exploitable la threat intel, eh bien finalement, c'est de pouvoir rapprocher cette threat intel de ce qui se passe réellement sur les environnements. Donc que l'on soit sur un réseau, que l'on soit sur une machine, on va observer des choses. Donc disons que sur un réseau, ça pourrait être du NetFlow, sur une machine, ça peut être des log systems. Et dans ces données-là, le but, ça va être de pouvoir identifier si des indicateurs vont y être présents. Donc, est-ce que j'ai un rapprochement possible entre ce que je perçois dans les données du système d'information et des indicateurs qui, on va dire, lorsque j'ai suffisamment de contexte, vont pouvoir être suffisamment riches pour me donner de l'information en me disant, là, par exemple, chose toute bête, mais un indicateur indique un code malveillant. Donc, je peux avoir d'autres flèches qui sont plus complexes. Là, on est vraiment sur des représentations basiques. Mais déjà, le simple fait de se dire que dans une alerte, lorsque j'ai un événement, je sais dire automatiquement à quoi ça fait référence, autant dire que déjà la vie du SOC, on va dire, est déjà plus simplifiée que ce qu'il pouvait y avoir au préalable. Donc là, on va avoir une petite succession je dirais, d'illustrations. J'ai essayé de le rendre le plus simple possible. J'espère que ça va bien passer. Donc là, sur cet exemple-là, on est en train de regarder une alerte et dans cette alerte-là, on voit que j'ai de la donnée qui a été produite, on va dire donc le bloc de droite en l'étape numéro 1 par du Squid, on va dire, donc qui a vu passer des requêtes GET vers une adresse IP particulière. Et en l'occurrence, il s'avère que cette adresse IP-là, eh bien, elle est connue dans la base de Threat Intel. Donc j'ai mon pattern ici de l'indicateur qui m'est présenté. Et donc forcément, lorsque j'ai un rapprochement entre un événement et un indicateur, ça va me lever une alerte. Et cette alerte-là, je commence à pivoter. Je vois deux objets de type menace qui lui sont rattachés. Un objet de type Cobalt Strike et un objet de type campagne fictive Sequoia. On s'était amusé à faire une fausse campagne justement pour présenter quelque chose de facilement accessible pour des clients testeurs. Et donc du coup, ce début de campagne-là, je vais le trouver, on va dire, dans la suite de mon alerte avec un peu de contexte qui m'est présenté pour savoir directement au sein de l'alerte à quoi j'ai affaire. Donc là, on est vraiment sur le but de pouvoir faciliter le travail du SOC. Et si on va un peu plus loin, donc là, je représente en rose parce que normalement, il s'agirait de basculer d'un environnement 1 à un environnement numéro 2. Si globalement, je veux voir plus en détail ce que j'ai comme contexte derrière cette campagne, on va dire, de simulation écart, je vais pouvoir la représenter en mode graphe ici. Et donc, du coup, je vais voir un ensemble de choses qui lui sont propres. Alors, si certains parmi vous, on va dire, sont familiers, je dirais, de la représentation Stix, vous allez voir des petites icônes de type code malveillant, de type indicateur, de type attaque pattern, donc qui sont plutôt les techniques utilisées par, on va dire, les groupes ou les codes malveillants. Là, en l'occurrence, je vois que j'ai une technique simulée d'usage de port habituel. Et surtout, ce qui va être intéressant pour le SOC ou pour les activités d'automatisation, c'est que derrière ces techniques, vraiment, j'ai assez souvent des contre-mesures qui sont possibles. C'est-à-dire, je sais dire qu'est-ce qui serait bien d'engager comme action face à telle technique. Et donc, du coup, là, vous êtes en train de comprendre qu'à travers 2-3 pivots successifs, j'ai mon indicateur qui m'indique un code malveillant, qui utilise des techniques qui ont des contre-mesures. Si je fais mon suivi de pivot
on va dire, au sein de l'alerte, je suis capable directement dans une alerte de sécurité d'apporter clé en main globalement un ensemble de stratégies de réaction. Et ça peut être intéressant. Sur la partie orchestration, on a parlé tout à l'heure de Cacao, qui est donc du coup le seul standard aujourd'hui qui va permettre de modéliser des plans de réaction. Alors nous, quand on a commencé à travailler sur Sequoia.io, Cacao n'existait pas encore, donc on n'est pas parti sur Cacao, on est parti sur quelque chose qui est très similaire. Et je pense que prochainement, on aura certainement à faire une bascule, on va dire, entre ce qu'on a pu développer comme langage propriétaire et Cacao, mais c'est vraiment la même philosophie. Donc là, le but, ça va être vraiment de pouvoir représenter vraiment des processus, représenter un ensemble d'actions qui vont devoir s'enchaîner. Donc là, typiquement, j'ai une action consistant à aller vérifier, lorsque c'est intéressant pour moi, d'enrichir une alerte par rapport à ce que VirusTotal peut m'amener comme données particulières. Donc c'est un enrichisseur dédié sur VT et vous voyez ici le graphe qui se présente. Eh bien, on voit bien qu'à un moment dans le graphe, on a une branche racine qui est là. Donc ça, c'est le début de traitement de mon alerte. Et selon ce que je vais avoir, on va dire comme étant les éléments dans l'alerte, eh bien je vais forquer, ou plutôt je vais prendre la direction de la branche numéro A, numéro B ou numéro C. C'est ce qu'on va voir. Donc là, je vois qu'effectivement, pour la prise en compte d'une alerte, je suis dans la partie racine de ma branche. Je ne sais pas si je peux faire ça. Non, ça ne change pas. C'est écrit en petit, hein. J'espère que vous voyez bien. Si je regarde la partie gauche de ma branche, donc je suis dans le fait qu'ici, dans l'alerte, j'ai accès à une adresse IP. Donc du coup, je vais essayer de m'appuyer sur VT, ou plutôt je vais solliciter VT pour savoir qu'est-ce que VT sait me dire sur cette adresse IP. Je vais avoir la même logique, on va dire, dans la branche de gauche par rapport au nom de domaine, et je crois que j'aurai la même logique dans la branche de droite par rapport au hash, si jamais je trouve un hash dans l'alerte. Alors pour ceux qui ont des bons yeux, peut-être que vous le voyez dans le descriptif, on va dire, ou en zoomant sur l'image. Et voilà, toujours est-il qu'à la fin de ces processus-là, ce qu'on va proposer, en l'occurrence, c'est de rajouter, de resurcharger le commentaire de l'alerte pour faire retomber à l'intérieur automatiquement les résultats qui vont venir de VT. Donc là, on voit que typiquement, on est parti d'une alerte au départ, on a sollicité un playbook qui est allé chercher à enrichir sur VirusTotal, on va dire, la connaissance de ce que l'alerte apportait plus bas. Et cette matière-là, on va dire, retombe dans les commentaires. Donc là, je vois ici que, par exemple, au moment où le run a été lancé, 5 vendeurs sur 80 étaient capables de me décrire des éléments de cette alerte comme étant caractéristiques de dangerosité. Donc, on voit que Cacao commence à être intéressant, on va dire, permettant d'automatiser certaines choses. Et la finalité, on va dire, si je veux vraiment boucler toute ma chaîne, je vais l'avoir justement avec le langage qui est vraiment dédié pour l'automatisation. Donc là, on va parler d'OpenC2. Première étape, on va récupérer du contexte sur cette alerte. Et donc là, du coup, je suis sur une alerte qui est associée à du TrickBot. Donc, je vois, on va dire ici que par l'association entre l'indicateur et ce à quoi cet indicateur était associé, je sais dire qu'il s'agit de TrickBot. Et on va dire, chose intéressante, si je fais la liaison entre la partie alerting et ma base de connaissances, rappelez-vous ce qu'on avait tout à l'heure, je vais pouvoir retrouver potentiellement des stratégies de réaction qui vont avoir du sens à être exécutées en face de telle ou telle chose. Donc là, typiquement, je dirais en face de TrickBot, j'ai peut-être 2 stratégies de réaction qui ont été mises en place. Une, on va dire, d'éducation de mon parc utilisateur pour ne pas cliquer à tout va, et l'autre sur une stratégie de blocage d'indicateurs. Et donc, du coup, je vais pouvoir utiliser, on va dire, une partie de cette connaissance qui va venir de ma base de Threat Intel avec également d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie à la fois sur ce que l'indicateur sait me dire, et donc, du coup, la stratégie de réaction que j'ai associée à l'indicateur. Donc, ce sont les 2 éléments qu'on vient de voir. Et en même temps, sur la connaissance de l'alerte, par rapport au périmètre client, on peut avoir un ensemble d'autres stratégies de contre-mesure qui sont associables derrière.
Donc là, je vois que typiquement pour cette alerte-là, j'ai 4 propositions de contre-mesures qui ont été proposées. Le fait de collecter plus d'informations sur la machine concernée, le fait de bloquer la machine au sein du périmètre entreprise sur lequel l'alerte a été levée, de travailler sur l'éducation de mes utilisateurs, la sensibilisation, ou une autre stratégie de blocage. Et là, je vois en l'occurrence que pour cette alerte-là, on va dire une des actions a été mise en œuvre, une stratégie de blocage. Et donc, typiquement, si je regarde, je ne sais plus si j'ai mis l'action, je crois que je n'ai pas réussi à la mettre en mode copier-coller. Non, je la retrouve après. On avait une des actions qui était atomique en OpenC2 et ça va être représenté de cette façon-là. Donc là, typiquement, un client ou un outil qui va consommer la contre-mesure va récupérer ces informations-là. Donc, on est sur un format OpenC2. Encore une fois, c'est du JSON, donc ça se lit assez bien. On parle de bloquer, on va dire, une machine locale sur un réseau. Voici la contre-mesure qui va pouvoir être utilisée. Donc, une contre-mesure de type OpenC2 consistant à bloquer la machine. L'action, on en a parlé tout à l'heure, elle est très simple, c'est la base, elle s'appelle deny. Et là, en l'occurrence, on va travailler sur une target qui est la MAC adresse. Donc, nous, à l'échelle de Sequoia, on va dire, on voit rarement passer des MAC adresses. Mais là, en l'occurrence, on travaille en partenariat avec un client qui nous amène dans sa donnée des informations qui sont on va dire qui reste en place, qui reste figé. Donc, du coup, on voit circuler la MAC adresse. Donc, à ce moment-là, on la garde, on la préserve et on la positionne dans cette stratégie de contre-mesure qui va être reconsommée derrière par le client. Ce client va avoir client entreprise va avoir un client technique OpenC2 qui vient consommer cette donnée-là, donner ça à manger à une passerelle locale, on va dire, de son périmètre et bloquer ou désactiver localement l'accès à cette machine compromise au sein de son réseau. Donc, c'est à mon sens, et c'est ça qui est chouette, à ma connaissance, c'est la première réelle implémentation de OpenC2 sur un périmètre réel entreprise. Donc, c'est un client, on va dire, dans le monde des télécoms. Et depuis qu'il a mis ça en place, on va dire, il estime avoir gagné en termes justement d'efficacité opérationnelle et de capacité à protéger ses propres clients. Donc, c'est assez chouette. En termes de conclusion, on va dire, autour de cette présentation sur l'automatisation, eh bien, on a parlé de trois standards qui permettent d'aller plus loin dans cette voie-là. Stix, Kakao, OpenC2. Il faut savoir que Stix, au niveau de maturité, c'est aujourd'hui un produit qui est bon. C'est une norme. Elle en est à sa version, une norme standardisée qu'on a à sa version 2.1. Ça commence à être bien utilisé par l'industrie et on a un usage qui est de plus en plus plébiscité par les utilisateurs. Donc, on a plutôt quelque chose qui est de bonne facture. Kakao, ce n'est pas encore un standard, c'est en passe de le devenir. C'est très bien construit, c'est très bien pensé. OpenC2, c'est pareil. C'est en passe de devenir un standard, bien construit, bien pensé. Le seul problème, quand on regarde en bas, c'est l'usage. On se rend compte que Kakao, OpenC2 sont des composants tant dans la partie orchestration que dans la partie automatisation qui ne sont quasiment pas utilisés. C'est ce qui va m'amener un petit peu à mon slide de conclusion. Aujourd'hui, on a ces outils-là, on va dire ces standards-là qui existent, qui ont été pensés pour amener la cybersécurité un cran plus loin, un cran plus efficace. Donc, c'est très bien, il faut les utiliser. Et personnellement, j'en veux un peu, on va dire, à des gros acteurs de l'industrie qui, plutôt que de s'appuyer justement sur ces standards-là qui permettent d'ouvrir finalement les accès à leurs capacités, à leurs solutions, à leurs fonctionnalités, dans le but, on va dire, d'avoir une interopérabilité entre tous les composants de sécurité, bien eux vont préférer plutôt rester avec leur écosystème fermé, qui permet de préserver leurs bénéfices et leur capacité à rester, on va dire, avec de l'acquisition client supplémentaire, plutôt que de s'ouvrir au reste du monde avec des technologies justement comme du OpenC2 ou du Kakao. Donc moi, je n'ai qu'une seule recommandation à faire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, pour les gens qui sont des vendeurs de cybersécurité, c'est de se rendre compatible avec ces outils-là, parce que plus il y aura de vendeurs, plus ça permettra d'avoir un environnement qui permettra d'avoir un langage uniforme dans lequel tout le monde sait parler à tout le monde. Et si vous êtes acheteur de cybersécurité ou grand compte, commencez dans vos appels d'offres à exiger ce genre de fonctionnalité
de vos vendeurs. Ça les fera bouger au moins un petit peu. Ce sera certainement pas fait en un an, mais ça permettra d'aller dans le bon sens. Je crois que c'était la dernière slide. J'ai pas regardé s'il y avait des commentaires pendant la présentation. Et donc, Alors, il n'y a pas eu de questions pendant la présentation dans les commentaires. Alors, j'espère qu'il va y en avoir maintenant par oral. N'hésitez pas. Alors, en tout cas, vraiment, merci David. Félicitations pour ce panorama. Moi, je pense que c'est normal que les gros acteurs ne cherchent pas l'interopérabilité. Chaque acteur majeur n'y a pas intérêt. Par exactement. contre, tous les acteurs qui ne sont pas majeurs, donc, ils ont tous intérêt. Donc, Ouais. j'espère que, notamment tous les Européens Ouais. joueront le jeu, parce que c'est en étant interopérable qu'on est plus fort et qu'on gagne. Exactement. Bah, je peux que être 100% d'accord avec toi, Hervé. Je pense comme toi. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, prenez la parole, osez, vous êtes les bienvenus. Alors Moi, j'ai après, il y a... potentiellement une question. C'est en fait merci, Bilal. Styx entre autres, mais la plupart des autres formats. C'est pas que ça fait 20 ans que j'en entends parler, mais ça fait des années et des années que j'en entends parler. Pourquoi est-ce que ça n'a pas percé plus que ça? Est-ce que c'est vraiment juste parce que la plupart des acteurs veulent garder leur propre solution, leur propre format, ou il y a d'autres raisons? Bah, en fait, si ça a percé, mais ça va pas très vite. Alors, moi, le premier, je trouve que ça va pas du tout assez vite. Mais en fait, quand tu regardes avec un peu de recul, tu te dis bon, finalement, ça reste raisonnable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Styx, dans son histoire, c'est né en 2010, on va dire, d'une discussion, on va dire, je crois, sur une mailing list du DHS, hein, quelque chose comme ça. Ça a commencé à être implémenté dans la première version, on va dire, par des universitaires. C'est arrivé en Styx 1, je crois qu'on était en 2015, et Styx 1 était encore du coup une chose très conceptuelle, très universitaire, qui n'était pas du tout, on va dire, industrialisable. Donc c'était pas, on va dire, ça pouvait pas être pris en compte par des produits de sécurité, par des vendeurs. Et il a fallu attendre vraiment la mise en place, on va dire, d'une suite, donc la partie Styx version 2, qui allait permettre de JSONifier Styx et de rendre ça plus souple, plus pratique pour que l'industrie s'en empare. Et à ce moment-là, tu arrives en 2017, je crois. Et donc finalement, tu vois, on est 2017, c'est là où Styx devient vraiment quelque chose qui tient la route sur le marché. Ça fait que 4 ans. Mais en que 4 ans, on va dire, si on regarde un petit peu, ça a quand même énormément, je dirais pas tailler des croupières, c'est pas le sens, mais c'est devenu de plus en plus utilisé, on va dire, dans les outils référents de Threat Intel, comme tout ce qui va être les TIP, donc les plateformes qui sont là pour capitaliser et agréger de la Threat Intel. Comme les outils Donc voilà, ça bouge, mais ça bouge doucement. Et par contre, c'est ce qui permet de faire bien les choses en mode vraiment préservation de contexte, marquage, liaison entre objets, tout ça. Ok, merci. Une autre question. Ah oui, dans les commentaires, c'est est-ce que Styx est une solution open source? Enfin, le format plutôt. Est-ce que le format est open source? Ouais, les trois choses dont j'ai parlé, en fait, c'est porté par Oasis, les trois. Donc Oasis est un organisme de normalisation. Donc que ce soit Styx Taxi, c'est ce qui s'appelle, les deux sont dans un bundle, ou Kakao ou OpenC2, les trois ont leur propre groupe, on va dire technique, qui fait avancer le sujet. Styx est aujourd'hui un standard depuis maintenant plusieurs années, et le standard évolue avec différentes versions. Et ce que je disais, c'est que Kakao et OpenC2 n'ont pas encore atteint le niveau de maturité suffisant pour être des standards, mais je pense que c'est une histoire de peut-être d'un an, ou peut-être un peu plus, on va dire, pour que ça le devienne. David, merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis, s'il y en a qui ont des questions par la suite, qu'ils n'hésitent pas. Je rappelle la conclusion. Demandez dans vos appels d'offres le respect de ces standards d'interopérabilité dans votre intérêt à vous.